Pour ma part, donc, je vais parler du monde des bêta-lactamases. J'essaie de vous convaincre que ces enzymes qui sont spécifiquement connues pour les bactéries existent également dans d'autres domaines de la vie. Et donc, du coup, comme guise d'introduction, les bêta-lactamines, sans doute, vous le connaissez mieux que moi. Ce sont la plus grande famille d'antibiotiques qui sont produits dans le monde, mais également qui est utilisée en antibiothérapie et dans les milieux hospitaliers. Et cette famille d'antibiotiques est composée de différentes sous-classes, à savoir les pénicillines, les céphalosporines, les carbamazepines et les monobactam. Et ces différentes classes ont une structure commune, à savoir le noyau lactam, que vous voyez là en rouge. Et donc, c'est des antibiotiques qui sont utilisés pour tuer les bactéries. Donc, à l'inverse, les bactéries ont développé des mécanismes de résistance, notamment la production d'enzymes qui sont capables d'hydrolyser ces antibiotiques, ce qu'on appelle les bêta-lactamases. Donc, ces enzymes sont capables d'hydrolyser la molécule en ouvrant le cycle noyau lactam. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ces enzymes sont connues spécifiquement chez les bactéries. Et comme on le sait, il y a une grande diversité des bêta-lactamases qui sont décrites chez les bactéries. Donc là, on avait fait une revue sur ça où on avait décrit plus de 1800 bêta-lactamases décrites chez les bactéries avec une diversité énorme et des essais % qui sont complètement différents chez les bactéries. Et l'ensemble de ces enzymes-là sont classées en classe A, B, C et D. Et ces différentes classes également sont groupées en deux familles. Donc vous avez les bêta-lactamases acérines qui ont comme cofacteurs au niveau de leur cycle catalytique des acides aminés tels que la sérine. Donc ça concerne la classe A, C et D. Et vous avez une deuxième famille qu'on appelle les métallo-bêta-lactamases. Donc ces métallo-bêta-lactamases ont comme spécificité des cofacteurs, les métaux à savoir. Alors, donc aujourd'hui, je vais spécifiquement vous parler de ces métallo-bêta-lactamases. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont une spécificité, c'est-à-dire qu'ils utilisent des métaux lourds au niveau de leur site actif, mais également ils ont des motifs qui sont extrêmement conservés au niveau de leur site actif, notamment ce motif, mais également d'autres résidus qui interagissent avec les métaux lourds. D'accord? Et c'est à travers ces métaux d'ailleurs qu'on les reconnaît dans les séquences bactériennes. Et finalement, on a compris que ces métallo-bêta-lactamases appartiennent à cette superfamille et qui est extrêmement distribuée dans le monde des vivants, aussi bien chez les bactéries, chez les archées et chez les eucaryotes également. D'accord? Et comme il a été rapporté, plus de 34 000 protéines appartenant à cette famille-là ont été décrites et qui ont des fonctions plus ou moins différentes, qui agissent sur les lactames. Il y en a également qui ciblent l'ADN, donc qui ont des activités de ribonucléase, des activités nucléases également. Et ainsi, par rapport à la littérature, qu'est-ce qui a été décrit finalement chez les archées? Il y a très peu de publications qui rapportent les métallo-bêta-lactamases chez les archées. Néanmoins, on trouve ces publications qui rapportent par exemple des métallo-bêta-lactamases qui sont impliqués dans le mécanisme de transport membranaire, d'autres qui sont impliqués dans le système de colonne sensing, ou bien dans les polyadénylations des ARN messagers. Alors, chez les eucaryotes également, il a été rapporté, et c'est grâce à ces motifs conservés qu'on trouve chez les enzymes bactériens, qu'on a pu identifier en 2016 qu'il y avait 18 enzymes chez les humains qui ont des motifs de métallo-bêta-lactamase. D'accord? Et ce sont ces 18 que vous pouvez voir là. Donc, on a un premier groupe qui sont principalement décrits étant associés dans les processus de détoxification. Également, on a un deuxième groupe qui sont des enzymes qui interagissent aussi bien avec l'ADN et avec l'ARN. Ce sont des nucléases, des ribonucléases ou des tRNAs. Et également, un troisième groupe qui sont là en vert, qui ont une fonction d'intervenir dans la synthèse des molécules de signalisation telles que les neurotransmetteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces enzymes, il a été montré que certaines de ces enzymes qui ont des fonctions de nucléase sont capables d'hydrolyser certaines molécules, telles que des molécules anticancéreuses. Donc, à savoir, on a cette enzyme SNM1. Alors, là, on en a un là, et ces deux enzymes-là. Donc, on s'est intéressé finalement à savoir, est-ce que ces séquences, on peut les retrouver dans les bases de données publiques et disponibles, en utilisant, par exemple, la reconstruction de séquences ancestrales, ou bien en recherchant ces motifs conservés dans ces bases. Donc, ce sont ces deux méthodes que nous avons utilisées finalement. Donc là, il s'agit de partir de bêta-lactamases bactériens connus, par la phylogénie de créer des séquences ancestrales et d'utiliser ces séquences en faisant des blasts contre des bases de données
pour éventuellement retrouver des séquences dans ces différents mondes. Alors, lorsqu'on a fait ça, effectivement, finalement, on s'est rendu compte qu'on a été surpris de voir que, par exemple, chez les jarquets, il y a énormément de séquences qui ont de ces motifs de métallo-bêta-lactamase. Et également, chez les eucaryotes, on les retrouve. Et comme vous pouvez le voir, on a ces motifs qui sont extrêmement conservés dans ces bactéries. Donc, en rouge, vous avez les bactéries, là, on a les archées et les eucaryotes. Et on retrouve systématiquement ces motifs qui sont conservés. Alors, la question qu'on s'est posée finalement, c'est de savoir est-ce que ces enzymes qu'on retrouve chez les archées ou bien chez les humains, par exemple, ont la capacité d'hydrolyser finalement les bêta-lactamines, les antibiotiques. Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été étudié, parce qu'ils ont des activités nucléases. Donc, on s'est posé la question à savoir est-ce qu'ils pouvaient hydrolyser les antibiotiques. Alors, pour ce faire, nous en avons choisi 4, par exemple, chez les eucaryotes, et une séquence chez les archées, que nous avons synthétisée, exprimée chez Escherichia coli, et une fois qu'on a l'enzyme purifiée, de tester l'activité finalement de ces enzymes sur les antibiotiques. D'accord? Alors, la première analyse qu'on a faite, c'est de comparer finalement la séquence uniquement qu'on a récupérée et de le comparer dans une base de données qui s'appelle FIR et qui permet de comparer la structure tridimensionnelle de ces séquences. Et on remarque effectivement que ces enzymes ont des structures similaires avec des bêta-lactamases bactériens qui sont connus. D'accord? Donc, partant de là, la première expérience qu'on a fait, par exemple, pour les archées, l'enzyme qu'on a découvert chez les archées, on a fait la manip qu'on appelle la test de céphinase. Elle consiste à utiliser une molécule qui est un analogue des céphalosporines, la nitrocéphine. Alors, c'est une molécule qui a souvent été utilisée pour caractériser certaines bêta-lactamases et de pouvoir déterminer les paramètres cinétiques et d'affinité de ces enzymes. Et comme vous pouvez le voir là, c'est une test où lorsque l'enzyme est capable de dégrader la molécule, on a un changement de coloration. Donc là, ça a été fait sur des disques de céphine imprégnés avec cette molécule. Et on voit bien que l'enzyme est capable de dégrader cette molécule. Donc nous l'avons fait également en milieu liquide. Et on voit que également c'est la réaction Mars. Et ce qui a été rajouté dans cette quatrième colonne, c'est qu'on a utilisé un inhibiteur de bêta-lactamase. Finalement, on voulait savoir est-ce que lorsqu'on utilise un inhibiteur, est-ce que ça inhibe finalement l'enzyme. Et effectivement, on voit bien que lorsque vous rajoutez l'inhibiteur, l'enzyme n'est plus capable de dégrader l'antibiotique. Et ce qu'on observe également sur cette courbe-là. Alors ça, c'est une expérience qui a été faite avec la nitrocéphine. Et derrière, on s'est posé la question, est-ce que ça pouvait marcher sur la pénicilline? Et on a effectué également cette manipulation en utilisant la LCMS, donc qui est technique, c'est la chromatographie en phase liquide, couplée à la spectrométrie de masse, qui est très sensible, qui permet de détecter des substances très fines. Et qu'est-ce qui a été fait ici? On a suivi la dégradation finalement de la pénicilline par l'enzyme. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous utilisez la pénicilline et qu'en présence d'une bêta-lactamase, cet antibiotique est hydrolysé au niveau de ce cycle lactame et ça produit un métabolite qu'on appelle la péniloïque acide. Et nous avons suivi finalement la production de cette enzyme-là par LCMS. Et comme vous pouvez le voir là, au cours du temps, on a une diminution complète de la pénicilline et une augmentation de son métabolite. Ce qui montre que l'enzyme est capable de dégrader cette molécule et de produire son métabolite. D'accord? Pour aller plus loin, on a fait également un test microbiologique. L'idée, c'est de tester maintenant, lorsqu'on incube l'enzyme avec la pénicilline G, est-ce que ce mélange peut inhiber la croissance des streptocoques pneumoniae qui est très sensible à la pénicilline. Donc, lorsque vous faites votre mélange et que vous testez le streptocoque, là, par exemple, vous avez l'exemple, on a mis juste la pénicilline G. Vous voyez que la bactérie est sensible à l'antibiotique. Et lorsque maintenant vous incubez l'enzyme avec la pénicilline d'abord et que vous le retestez, vous voyez que la pénicilline n'a plus d'effet sur la bactérie. Et finalement, quand vous rajoutez finalement le sulbactam, vous restaurez finalement l'activité de l'antibiotique. Et ceci montre qu'on a cette enzyme qui a cette capacité à dégrader la molécule et finalement permettre à la bactérie de croître. Voilà ce qu'on a pu réaliser avec les archées. Donc ce travail actuellement est en révision dans ce journal, MBio. Et concernant les eucaryotes, on a testé les 4 enzymes avec la nitrocéphine et on s'est rendu compte que parmi les 4, la lacte B2 ne fonctionnait pas, mais contrairement les 3 autres, on avait une activité sur la nitrocéphine.
Donc nous l'avons également utilisé le sulbactam avec MBLAC et on voit qu'on a une inhibition de l'activité avec l'enzyme humaine. Et puis de la même manière avec les tests microbiologiques, on arrive à montrer que cette enzyme peut hydrolyser la pénicilline et que ça pouvait être inhibé par le sulbactam. D'accord? Donc finalement, on montre que 3 de ces enzymes avaient une activité sur la pénicilline et qui pouvaient être inhibées par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Et puis nous avons voulu également aller plus loin en essayant de tester est-ce que les cellules humaines finalement pouvaient dégrader les bêta-lactamines, notamment l'ampicilline. Donc ce qui a été fait ici, on a incubé les cellules humaines avec l'ampicilline pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, les cellules sont lysées. Et on a récupéré aussi bien le surnageant que les kilos. Et on les a testés également sur les pneumocoques sensibles. Et on voit qu'au bout de 24 heures, là vous avez un diamètre d'inhibition qui apparaît. Et lorsque vous incubez maintenant, au bout de 24 heures, on voit que la bactérie est en mesure de pousser jusqu'au contact de l'antibiotique. Ce qui également montre qu'il y a un effet de dégradation de l'antibiotique par les cellules humaines. D'accord. Ensuite, on a également testé ces extracellulaires sur la pénicilline G avec la LCMS. Et comme vous pouvez le voir là, en suivant la production du métabolite, donc ça c'est des métabolites de la pénicilline. Donc au cours du temps, on a une production très importante du métabolite de la pénicilline, ce qui montre que les cellules humaines dégradent l'antibiotique et permettent de produire leur métabolite. Et lorsque vous rajoutez finalement le sulbactam, on inhibe également cette activité au niveau cellulaire. Et enfin, la dernière manipulation qu'on a fait finalement, c'est de voir sur un modèle in vivo, on infecte les cellules humaines avec un pneumocoque, on rajoute la pénicilline ou le sulbactam, et au bout de 24 heures, on lyse les cellules et on va compter le nombre de bactéries qui étaient présentes dans la bactérie. Et on pouvait voir que là, lorsque vous incubez les cellules avec la pénicilline G, et que vous les lisez, on a un certain nombre de bactéries. Et lorsque vous rajoutez le sulbactam, on a peu de cellules qui arrivent à pousser. Ce qui montre que le sulbactam va favoriser la croissance de la bactérie parce qu'elle a un effet sur l'activité cellulaire sur cet antibiotique-là. Voilà ces travaux qui ont été faits. Et là, actuellement, il est en cours de révision dans le Scientific Report. Voilà. In fine, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les bêta-lactamases, en fin de compte, c'est des enzymes qui sont présents aussi bien chez les bactéries, mais également chez les archées, chez les eucaryotes. Et on a également trouvé ces métallo-bêta-lactamases chez les virus géants. Donc on est en train de les étudier. Apparemment, c'est des enzymes qui auraient probablement des activités de RNase. Ensuite, ces enzymes que nous avons exprimées dans ce travail ont la capacité d'hydrolyser la pénicilline G et qui peuvent être inhibés par les sulbactam, qui est un inhibiteur de la bêta-lactamase. Donc il a été montré de la même manière que ces enzymes que nous avons testées ont des activités d'hydrolyse sur d'autres molécules, telles que les anticancéreux. Donc ce sont ces deux enzymes-là. Et puis, qu'il a également été montré que les céphalosporines peuvent inhiber les métallo-bêta-lactamases. Donc il y a une interaction des céphalosporines ou des bêta-lactamines contre ces enzymes-là. Et puis, par contre, dans notre travail, on n'a pas malheureusement pu montrer que ces enzymes pouvaient agir sur les autres classes, à savoir les céphalosporines ou les carbapènes. Donc ceci représente une limitation. Et enfin, pour les archées, la question reste ouverte. On se rend compte d'une part que ces enzymes sont extrêmement conservées chez les archées, mais quel est le rôle chez les archées? Alors, une hypothèse, c'est que peut-être les archées peuvent utiliser les antibiotiques comme source de carbone, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces enzymes d'une part pour hydrolyser dans un premier temps l'antibiotique, et une fois que c'est hydrolysé, d'utiliser ces molécules comme source de carbone. Et ceci a été montré pour certaines bactéries, que ces bactéries peuvent utiliser les antibiotiques comme source de carbone. Voilà ce que je voulais vous dire, et merci pour votre attention.